Le tintement des flûtes de champagne dans le restaurant le plus exclusif de Paris, la Cage Dorée, était la bande sonore d'un mensonge. Au centre de tout cela se trouvait Étienne Chevalier, un homme avec une fortune de 10 milliards d'euros et un cœur enfermé dans la glace. Il célébrait ses fiançailles avec une femme qu'il n'aimait pas, scellant un accord qui fusionnerait deux empires industriels. Mais alors une serveuse, une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, avec des yeux fatigués qui en voyaient trop, fit quelque chose d'incroyablement courageux. Elle lui tendit l'addition, et glissé à l'intérieur se trouvait un petit mot plié. Il ne contenait que quelques mots. Et cette nuit-là, ces quelques mots allaient faire exploser sa vie parfaitement construite, le forçant à annuler un mariage qui devait être l'événement du siècle. Ceci est l'histoire de la façon dont une vérité chuchotée sur un bout de papier est devenue plus forte qu'une promesse d'1 milliard d'euros. La lumière à l'intérieur de la Cage Dorée avait la couleur de la vieille fortune, une lueur chaude et miellée qui coulait des lustres en cristal et se posait sur des tables drapées de lin blanc immaculé. C'était une lumière conçue pour flatter, pour lisser les imperfections et pour donner au plat incroyablement cher l'apparence d'œuvre d'art. Pour Étienne Chevalier, cela ressemblait moins à une lueur flatteuse qu'à la lumière stérile et impitoyable d'une salle d'opération où sa propre vie était disséquée. Il était assis en face de Victoire Lambert, la femme qui, dans 7 jours, deviendrait son épouse. Pour le reste du monde, elle était parfaite. Ses cheveux étaient une cascade de blonds filés par le coiffeur le plus recherché de la ville. Sa robe, un éclat de soie cramoisie qui coûtait plus que le salaire annuel de l'homme qui leur versait le champagne. Et son sourire était une chose brillante et pratiquée. Elle était la fille de Richard Lambert, PDG des Industries Lambert, un titan rival dans le monde de la logistique mondiale. Leur mariage n'était pas une union, c'était une acquisition, une fusion de lignées et de portefeuilles d'actions discutées dans les salles de conseil bien avant d'être murmurées lors de dîners aux chandelles. « N'est-ce pas divin, mon chéri ?» dit Victoire, sa voix un ronronnement doux et cultivé. Elle leva sa flûte de cristal, les bulles captant la lumière. « À nous, à l'avenir. » Étienne leva son verre, le cristal froid contre sa peau. « À l'avenir », répéta-t-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Il la regarda dans les yeux, d'un bleu saphir éblouissant, et n'y trouva rien pour lui. Il vit de l'ambition, un reflet de la sienne, et le regard froid et estimateur d'une partenaire commerciale. Il n'y avait pas de chaleur, pas d'histoire partagée qui ne soit calculée, pas de langage secret connu d'eux seuls. Ils étaient deux statues parfaitement ouvragées placées ensemble dans une exposition de musée intitulée « Pouvoir ». Le restaurant bourdonnait autour d'eux, un faible murmure de conversation discrète et le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine. Ils étaient un spectacle, le couple de pouvoir ultime de la ville. Les photographes avaient assailli leur voiture en arrivant. Demain, leurs photos seraient éclaboussées sur les pages des magazines mondains avec des légendes flatteuses sur l'amour et l'héritage. Étienne sentit une pression suffocante dans sa poitrine. Le poids d'une vie choisie pour lui, un chemin pavé d'or, mais ne menant nulle part où il voulait aller. Il avait 34 ans, l'héritier du groupe Chevalier, un empire mondial construit par son père redoutable et impitoyable, Guillaume Chevalier. Depuis son enfance, sa vie avait été une série de mouvements stratégiques. Les bonnes écoles, les bons stages, les bons amis, et maintenant la bonne épouse. Il avait si bien joué le jeu qu'il en avait oublié qu'il était en train de jouer. C'est alors qu'il la vit. Elle se déplaçait entre les tables avec une grâce tranquille qui était entièrement déplacée dans l'étalage ostentatoire de richesse de la pièce. Son uniforme, une simple robe noire avec un tablier blanc impeccable, était banal. Pourtant, elle le portait avec une sorte de dignité lasse. Ses cheveux sombres étaient tirés en une simple queue de cheval, et son visage, pâle sous la lumière dorée du restaurant, était dépourvu de maquillage. Elle n'était pas conventionnellement belle, comme l'était Victoire. Mais ses yeux, ils étaient profonds et intelligents, et pendant un instant fugace, alors qu'elle posait une corbeille à pain sur une table voisine, ils se tournèrent vers lui. Dans ce bref regard, il ressentit un sentiment troublant d'être vraiment vu. Pas comme Étienne Chevalier, le milliardaire, mais comme un homme piégé dans une cage dorée. Leur serveur attitré, un homme guindé nommé Jean-Pierre, fut soudainement appelé par le maître d'hôtel. Un instant plus tard, la serveuse tranquille s'approcha de leur table pour prendre le relais. « Bonsoir », dit-elle, sa voix douce mais claire, tenant un carnet. « Je m'appelle Chloé. Puis-je prendre votre commande, ou souhaitez-vous un moment de plus ?»« Nous sommes prêts », annonça Victoire, sans même lever les yeux du menu. Elle énuméra ses choix, la bisque de homard, les coquilles Saint-Jacques poêlées, le risotto à la truffe, avec un air d'arrogance blasée. Chloé nota tout, son expression neutre. Puis elle se tourna vers Étienne. « Et pour vous, monsieur ?» Il n'avait même pas regardé le menu. Son esprit était à des millions de kilomètres, perdu dans un brouillard de regrets et d'obligations. « Je prendrai la même chose qu'elle », parvint-il à dire,
rencontrant enfin à nouveau son regard. Ses yeux retinrent les siens une seconde de plus que nécessaire. Il n'y avait aucune flirtation, aucune reconnaissance obséquieuse. C'était autre chose, quelque chose qui s'apparentait à de l'empathie. C'était troublant. C'était humain. Tout au long du repas, Chloé fut le modèle de l'efficacité. Elle remplit leurs verres d'eau, débarrassa leurs assiettes et se déplaça avec une économie de mouvements silencieuse. Elle était invisible comme on l'avait formée à l'être. Pourtant, Étienne surprit ses yeux dérivant vers elle encore et encore. Il l'observa interagir avec d'autres tables, un bref sourire sincère pour un couple âgé célébrant leur anniversaire, une explication patiente d'un plat à un touriste confus. Il vit les légères lignes de fatigue autour de ses yeux, la tension subtile dans ses épaules. Elle travaillait dur, non pour la gloire ou la reconnaissance, mais simplement pour passer la nuit. La conversation du dîner était une affaire stérile. Victoire parla d'arrangements floraux et de plans de table, des photographes à engager et des personnalités politiques à inviter. C'était la logistique d'un dîner d'État, pas la planification joyeuse d'un mariage. Les Lambert seront à la table d'honneur, bien sûr, dit Victoire en tapotant la nappe avec un ongle parfaitement manucuré. Et votre père sera là. Nous devons nous assurer que le sénateur Thompson soit assis avec lui. Ils ont des affaires à discuter. Bien sûr, dit Étienne, sa voix plate. Des affaires. C'était toujours des affaires. Alors que les assiettes à dessert étaient débarrassées, Chloé revint à la table. Y aura-t-il autre chose pour vous ce soir? Juste l'addition, dit Victoire, sortant déjà son téléphone pour faire défiler son fil de médias sociaux. Un petit sourire triomphant sur son visage alors qu'elle regardait les photos de leur soirée de fiançailles. Chloé hocha la tête et se retira. Étienne la regarda partir, une étrange impulsion montant en lui. C'était sa vie, scellée et livrée. Un mariage sans amour, un avenir de réunions de conseils et de galas mondains, une mort lente et suffocante de l'esprit. Il se tenait au bord d'une falaise, sur le point de faire un dernier pas irréversible. Quand Chloé revint, elle plaça discrètement le porte-addition en cuir noir sur la table à côté de lui. Ce faisant, ses doigts effleurèrent les siens pendant une fraction de seconde. Une secousse comme de l'électricité statique passa entre eux. Ses yeux rencontrèrent les siens une dernière fois. C'était un regard de profonde compréhension tacite. Puis elle se tourna et s'éloigna. Étienne ouvrit le porte-addition. Sa carte de crédit noir était déjà à l'intérieur, prête à être remise. Mais sous la facture exorbitante, il y avait autre chose. Un petit carré de papier arraché de son carnet, soigneusement plié en deux. Son cœur martela contre ses côtes. C'était une violation de toutes les règles, un pari qui pourrait lui coûter cher. Sa première réaction fut l'agacement. La seconde fut une vague de curiosité incontrôlable. Avec sa main protégeant son mouvement de victoire, qui était maintenant en train de texter furieusement, il ramassa le petit mot. Il le déplia. L'écriture était soignée, précise. Ce n'était pas un numéro de téléphone. Ce n'était pas un appel désespéré. C'était juste quelques mots simples, une citation suivie d'une question. Le cosmos est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Est-ce celui que vous vouliez être? L'air quitta ses poumons. Le bourdonnement du restaurant s'estompa en un rugissement lointain. Ce n'était pas n'importe quelle citation. C'était de Carl Sagan. Les mots venaient de Cosmos, un livre qui avait été sa Bible dans une vie qu'il avait depuis longtemps enterrée. Une vie avant le groupe Chevalier, avant le poids écrasant des attentes de son père, quand il avait rêvé d'être astronome, d'étudier les mystères silencieux et magnifiques de l'univers. C'était une citation qu'il avait utilisée dans sa lettre de motivation pour l'université, une lettre à laquelle il n'avait pas pensé depuis plus d'une décennie. Comment pouvait-elle savoir cela? Il leva les yeux, la cherchant, mais elle était partie. Évanouie dans le mécanisme d'horlogerie du restaurant. Il resta là, fixant les mots sur le papier, un message d'un fantôme, une question qui transperçait des années de déni et exigeait une réponse. Est-ce celui que vous vouliez être? Non. La réponse était un cri silencieux dans son esprit. Non, ce n'était pas le cas. Le mot était une chose minuscule, insignifiante, un bout de papier destiné à la poubelle. Mais dans la main d'Étienne, il semblait aussi lourd qu'une pierre, un poids de rêves oubliés et de vies non vécues. Victoire était toujours absorbée par son téléphone, à des lieues de là, en train de soigner le récit public de leur romance parfaite. Elle n'avait pas remarqué sa brusque inspiration, la soudaine raideur de sa posture, ni la façon dont son regard parcourait le restaurant, à la recherche de la femme qui venait de lancer une grenade au centre de son monde soigneusement construit. Chloé Rousseau sentit le tremblement de ses propres actions jusqu'à la chaleur chaotique de la cuisine. Son cœur était un tambour frénétique contre ses côtes. Elle empilait les assiettes sales avec des mains tremblantes,
le choc de la porcelaine anormalement fort à ses oreilles. Que avait-elle fait? Elle était une serveuse, un fantôme dans la machine de la vie nocturne parisienne. Son travail consistait à être discrète, à anticiper les besoins sans être remarquée, à être oubliable. Donner un mot à un client, surtout un client aussi en vue qu'Étienne Chevalier, était un acte de suicide professionnel. Jean-Pierre la renverrait sur le champ s'il la prenait. Sa directrice, une femme sévère nommée Madame Dubois, s'assurerait qu'elle soit sur la liste noire de tous les établissements gastronomiques de la capitale. Mais elle n'avait pas pu s'en empêcher. Dès l'instant où il était entré, elle l'avait vu. Elle était une fine observatrice des gens, une compétence affinée par des années à les regarder depuis la périphérie. Elle voyait le masque qu'il portait, la façade impassible et puissante d'un roi de l'industrie. Mais en dessous, elle voyait le scintillement de quelque chose d'autre. Dans les brefs moments où il pensait que personne ne regardait, quand sa fiancée regardait ailleurs, son masque glissait. Une profonde lassitude s'installait sur ses traits, une tristesse profonde et résonnante dans ses yeux. C'était un regard qu'elle connaissait bien. C'était le regard d'un prisonnier. Elle n'avait pas prémédité son geste. La citation lui était simplement venue à l'esprit. Quelques années auparavant, dans une autre vie, elle avait été étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, passant ses nuits à la bibliothèque, dévorant des livres non seulement sur l'art, mais aussi sur la philosophie, la science et l'histoire. Elle était tombée sur un ancien portrait de magazine d'Étienne Chevalier datant d'avant qu'il ne reprenne l'entreprise familiale. C'était un court article axé sur l'héritier présomptif, mais il mentionnait sa passion surprenante pour l'astrophysique à l'université et citait une ligne de sa lettre de motivation. « Le cosmos est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. » La phrase lui était restée en mémoire, si pleine d'émerveillement et si en contradiction avec le prédateur impitoyable du monde des affaires qu'il était devenu. En le servant ce soir, en voyant le vide dans ses yeux, la citation avait refait surface dans sa mémoire. La question qui suivait semblait avoir été tirée de sa propre âme. Est-ce celui que vous vouliez être? C'était une question qu'elle se posait chaque matin en se regardant dans le miroir avant de mettre son uniforme pour aller servir des gens qui vivaient dans un autre univers. Agir sur cette impulsion était imprudent, un pari fou et insensé. Mais le regard dans ses yeux l'avait contrainte. C'était un appel silencieux auquel elle se sentait obligée de répondre. De retour à la table, Étienne plia soigneusement le mot et le glissa dans sa poche. Il plaça sa carte de crédit dans le porte-addition et attira l'attention de Jean-Pierre, qui se précipita pour traiter le paiement. « Tout était à votre satisfaction, monsieur Chevalier ?» demanda Jean-Pierre, son ton obséquieux. « Parfait, » dit Étienne, sa voix un grognement sourd. Victoire leva enfin les yeux de son téléphone. « Prêt, mon chéri ?» demanda-t-elle, inconsciente de tout. « Dans un instant. » Quand Jean-Pierre revint, Étienne signa le reçu. Sur la ligne du pourboire, où il laisserait normalement un généreux mais standard 25%, il fit une pause. Il pensa au risque que Chloé avait pris. Il pensa à la question qui lui brûlait maintenant la conscience. Il écrivit un chiffre qui fit légèrement trembler sa main. 10 000 €. C'était un message silencieux et désespéré. « Je vous ai entendu. » C'était aussi une forme de pénitence, un acompte sur une dette qu'il commençait à peine à comprendre qu'il devait à lui-même. Il se leva, sa chaise raclant doucement contre le sol poli. Il posa une main fraîche et formelle sur le dos de Victoire. « Allons-y. » En sortant, passant devant le poste du maître d'hôtel, Étienne balaya le restaurant du regard une dernière fois. Il vit Chloé sortir de la cuisine, le visage pâle. Leurs yeux se croisèrent à travers la vaste salle. Il lui fit le plus léger, presque imperceptible, signe de tête. Un courant de communication silencieuse passa entre eux, de reconnaissance, de gratitude, de conspiration partagée. L'expression de Chloé ne changea pas, mais il vit la lueur de compréhension dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne, son masque professionnel se remettant en place. Quelques minutes plus tard, Chloé débarrassait sa table. Elle ramassa le porte-addition pour le porter à la comptabilité. Son cœur se serra alors qu'elle se préparait à la découverte inévitable de sa transgression. Elle l'ouvrit pour récupérer le reçu de carte de crédit signé. Ses yeux tombèrent sur le total, puis sur le pourboire. 10 000 €. 10 000 €. Elle fixa le nombre, son esprit refusant de le traiter. Ce devait être une erreur. Une virgule mal placée. Une blague. Mais l'écriture était claire. La signature, définitive. 10 000 €. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnait en 3 mois de double service épuisant. C'était assez pour couvrir 2 mois de loyer et le reste à charge pour la prochaine série de traitements de son fils Léo. Une vague de vertige la submergea. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était ce que l'argent signifiait. Ce n'était pas un pourboire, c'était une réponse.
Non seulement il avait lu le mot, mais il l'avait compris à un niveau qui défiait la logique. L'énormité du montant était un cri dans une pièce où il n'avait pu échanger que des chuchotements. Elle serra le reçu contre sa poitrine, un mélange de terreur et d'un étrange espoir naissant inondant ses veines. Elle avait jeté un caillou dans un vaste océan sombre, et d'une manière ou d'une autre, il venait de provoquer un raz-de-marée. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite, mais elle savait avec une certitude absolue que plus rien ne serait jamais comme avant. La montée en ascenseur jusqu'aux pentouses d'Étienne était une ascension verticale silencieuse dans une atmosphère raréfiée de richesse et de mécontentement. L'appartement, un duplex tentaculaire avec vue sur la Seine, était un chef-d'œuvre de design minimaliste, tout en verre, chrome et marbre blanc froid. C'était moins un foyer qu'une galerie organisée pour projeter une image de succès intouchable. Ce soir, il ressemblait à un mausolée. Victoire entra dans le salon, jetant son manteau sur un canapé blanc stérile. « Je vais appeler mère », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Elle voudra connaître tous les détails sur l'accord mets et vin. Elle est convaincue que le sommelier de la Cage Dorée est un imposteur. Étienne l'entendit à peine. Il se dirigea vers la baie vitrée qui allait du sol au plafond. L'étendue scintillante de Paris s'étalait devant lui comme un tapis de diamants éparpillés. Les lumières de la ville l'avaient autrefois dynamisé, un témoignage d'ambition et de pouvoir. Maintenant, elle ressemblait à un million d'étoiles lointaines et mourantes. Il plongea la main dans sa poche et sortit le mot. Ses doigts tracèrent l'écriture soignée et féminine. Le cosmos est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Est-ce celui que vous vouliez être? Les mots étaient une clé ouvrant une pièce dans son esprit qu'il avait scellée il y a longtemps. Il eut soudain 20 ans à nouveau, allongé sur une couverture dans un champ en Normandie, frissonnant contre le froid de l'automne. Il n'était pas encore l'héritier du groupe Chevalier. Il était juste un étudiant, un jeune homme enivré par l'immensité de l'univers. Il se souvint du frisson d'identifier une nébuleuse à travers la lentille de son premier vrai télescope, du sentiment de connexion profonde avec quelque chose d'ancien et d'immense. Il se souvint de la passion dans sa voix alors qu'il expliquait le cycle de vie d'une étoile à une fille dont il ne se souvenait plus du nom. Comment il avait cité Sagan avec la ferveur non ironique de la jeunesse. Ce garçon avait cru en l'émerveillement. Il avait cru en un destin écrit dans les étoiles, pas dans les téléscripteurs boursiers et les rapports trimestriels. Où était passé ce garçon? Il avait été enseveli couche par couche sous les sédiments des attentes de son père. Guillaume Chevalier était un homme qui mesurait le monde en profit et perte. Il voyait l'intérêt de son fils pour l'astronomie comme une distraction frivole et embarrassante. Les étoiles ne signent pas de chèque, Étienne, avait-il un jour beuglé. Le groupe Chevalier est à Constellation. C'est la seule qui compte. Étienne avait finalement acquiescé, troquant son télescope contre un terminal Bloomberg, ses cartes du ciel contre des graphiques boursiers. Il était devenu le fils que son père voulait, le PDG dont l'entreprise avait besoin, et il s'était perdu dans le processus. « Étienne, m'écoutes-tu au moins ?» La voix aiguë de Victoire traversa sa rêverie. Elle se tenait près du bar, un téléphone pressé contre son oreille, son autre main sur sa hanche, son visage un masque d'irritation. « Mère veut savoir si nous avons finalisé la liste des invités pour le dîner de répétition. »« Je me fiche de la liste des invités, Victoire, » dit-il, sa voix calme mais lourde. Elle termina brusquement l'appel. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ce soir? Tu es à des millions de kilomètres depuis que nous nous sommes assis. L'accord avec le consortium japonais n'était pas à ton goût? Père a dit quelque chose. » Son esprit se tourna immédiatement vers les affaires. La seule langue qu'elle parlait vraiment. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Il se détourna de la fenêtre pour lui faire face. Ça a à voir avec nous. Victoire ricana, un son cassant et laid. Nous sommes parfaits. La presse nous adore. Nos familles sont ravies. Nos fiançailles ont déjà fait grimper le cours des actions de nos deux entreprises de 4%. Que pourrais-tu vouloir de plus? Je veux quelque chose de vrai, dit-il, les mots semblant étrangers sur sa langue. La déclaration resta en suspens dans l'air entre eux, incompréhensible pour elle. Vrai? Répéta-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Nous avons un mariage à 5 millions d'euros prévu au Plaza Athénée. Nous avons un contrat de mariage qui est une œuvre d'art. C'est aussi réel que possible dans notre monde, Étienne. Où as-tu oublié? La dispute s'envenima rapidement. La façade soigneusement construite de leur relation s'effritant pour révéler le cadre froid et transactionnel en dessous. Ces mots ne parlaient pas d'amour ou de trahison. Ils parlaient d'actifs, d'apparence et de l'inconvénient catastrophique que son humeur causait à son ascension méticuleusement planifiée dans la dynastie Chevalier. N'ose pas faire ça, Étienne, l'avertit-elle, sa voix basse et dangereuse.
N'ose pas devenir sentimental une semaine avant notre mariage. Ma mère est venue de New York. Les invitations ont été gravées. Tu ne m'embarrasseras pas. Il ne répondit pas. Il passa devant elle et descendit un long couloir blanc jusqu'à une partie du Penthouse qui n'était jamais utilisée. Il ouvrit la porte d'un grand placard de rangement, l'air à l'intérieur rassis et oublié. Repoussé au fond sous une housse de protection, se trouvait un grand objet en laiton et en acajou. Son vieux télescope, un Orion SkyQuest, une relique de ses années universitaires qui avait survécu à une douzaine de déménagements. Un témoin silencieux de l'homme qu'il était autrefois. Il le sortit, l'appareil lourd, une intrusion étrange et magnifique dans la modernité stérile de l'appartement. Il le fit rouler jusqu'à la grande terrasse attenante au salon. La pollution lumineuse de la ville était terrible, effaçant toutes les étoiles sauf les plus brillantes, mais il s'en moquait. Il orienta la lentille vers le haut, vers le faible point de lumière qui était Jupiter. Victoire le regardait, son expression un mélange de confusion et de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ? As-tu perdu la tête ?» Il l'ignora, regardant dans l'oculaire. L'image était floue au début, puis il ajusta la mise au point et la planète apparut, une orbe pâle et striée avec ses minuscules lunes galiléennes. Une vague de quelque chose de puissant et de douloureux le submergea. Une nostalgie si vive qu'elle ressemblait à un deuil. Le deuil du garçon qui avait rêvé des étoiles, maintenant piégé au sol. La question de Chloé résonnait dans l'espace silencieux entre la ville et le ciel. Est-ce celui que vous vouliez être ? Il se redressa, sa décision se durcissant en quelque chose de solide et de réel à l'intérieur de lui. Il regarda Victoire, la colère froide dans ses yeux, et il sut que c'était fini. Il regarda la ville scintillante sans fin, un royaume qu'il était censé gouverner, et ne ressentit rien. Puis il releva les yeux vers le ciel, vers le seul point de lumière dans son télescope, et il sentit une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Il sortit son téléphone. Victoire regarda, un air suffisant revenant sur son visage, supposant qu'il appelait son père pour être ramené à la raison. Mais il n'appela pas Guillaume Chevalier. Il fit défiler ses contacts jusqu'à un nom qu'il n'avait pas utilisé depuis plus d'1 an. Il appuya sur le bouton d'appel. Ça sonna 2 fois. « Perrin », répondit une voix rauque. « Michel », dit Étienne, sa voix stable et claire. « J'ai un travail pour vous. J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un, une serveuse. Son nom est Chloé. » Michel Perrin était un fantôme dans une ville de plus de 2 millions d'habitants. Son don était de se déplacer sans être vu, d'écouter sans être entendu et de trouver les fils d'une vie que les gens pensaient soigneusement cachée. Il était détective privé, mais ce titre était une pâle description de ses capacités. Il était un pourvoyeur de secrets, un bibliothécaire silencieux des vérités cachées de la ville. Quand Étienne Chevalier appelait, c'était toujours pour une affaire de la plus haute sensibilité. Trouver Chloé Rousseau était, pour un homme des compétences de Michel, un jeu d'enfant. Une serveuse à la cage dorée qui travaillait le mardi soir. Il avait son nom complet, son adresse et son numéro de sécurité sociale avant que le soleil ne se lève sur la scène. Mais Étienne ne lui avait pas seulement demandé de la trouver. Il lui avait demandé de la comprendre. « Je veux tout savoir », avait dit Étienne. « Mais soyez discret, Michel. Totalement discret. Il ne s'agit pas d'un moyen de pression. Il s'agit de contexte. » Michel Perrin ne s'occupait pas de contexte. Il s'occupait de faits. Mais il fit ce que son client lui demandait. Il commença à brosser un portrait de Chloé Rousseau, et l'image qui en émergea fut celle d'une lutte silencieuse et d'une résilience féroce. Chloé vivait dans un petit appartement au 3e étage sans ascenseur à Belleville, un monde à part du Penthouse d'Étienne sur l'avenue Montaigne. Elle cumulait 2 emplois, son poste principal à la cage dorée, un travail épuisant 5 soirs par semaine, et un service de brunch le week-end dans un petit café de son quartier appelé Le Grain Quotidien. Elle avait 32 ans, n'était pas mariée et était mère célibataire. Son fils, Léo, avait 7 ans. Les recherches de Michel révélèrent le cœur de la lutte de Chloé. Léo avait été diagnostiqué 2 ans plus tôt avec une maladie auto-immune rare. La maladie était gérable avec un traitement spécialisé constant à l'hôpital Necker-Enfants Malades, mais les traitements étaient astronomiquement chers. Son assurance, un plan précaire du groupe de restauration, ne couvrait qu'une fraction du coût. Le reste, elle le payait de sa poche, une dette écrasante et implacable qui la maintenait perpétuellement au bord de la ruine financière. Michel l'observa un matin depuis sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Il la vit accompagner Léo à l'école, sa main tenant fermement la sienne. Il vit l'affection facile entre eux. La façon dont elle s'agenouilla pour ajuster son sac à dos, son visage s'adoucissant d'un amour si puissant qu'il était presque visible. Elle n'était pas seulement une serveuse en difficulté. Elle était une guerrière menant une bataille quotidienne silencieuse pour son fils.
Il apprit également qu'elle était une ancienne étudiante de la Sorbonne, en histoire de l'art avec une moyenne presque parfaite, qui avait été forcée d'abandonner ses études en dernière année, lorsque Léo était tombé malade pour la première fois. Sa vie était une collection de rêves différés, tous sacrifiés sur l'autel du bien-être de son fils. L'information était poignante, un conte classique d'épreuves qui susciterait la sympathie même dans les cœurs les plus froids. Mais Michel Perrin avait un sixième sens pour les connexions, pour les lignes invisibles qui reliaient les gens à travers la ville. Il continua à creuser, remontant plus loin dans l'histoire familiale de Chloé. Sa mère était décédée quand elle était adolescente. Son père, Robert Rousseau, était décédé 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque soudaine. Il avait été artiste, peintre. Il n'avait jamais réussi au sens traditionnel du terme. Son travail était jugé trop abstrait, trop mélancolique pour les galeries commerciales de l'époque. Il était mort avec un atelier rempli de toiles invendues et une montagne de dettes. C'était une impasse. Une autre histoire triste. Mais Michel était méticuleux. Il effectua une vérification financière approfondie sur Robert Rousseau. Et c'est là qu'il le trouva. Un seul point de données anormal datant de 15 ans plus tôt, une subvention. C'était pour un montant modeste, 25 000 €. Mais pour un artiste en difficulté comme Robert, cela aurait été une bouée de sauvetage. La subvention avait été accordée par une petite fondation artistique privée, si obscure qu'elle avait à peine une empreinte numérique. La Fondation Éléonore. Le nom lui dit quelque chose. Michel fit une recherche croisée. La Fondation Éléonore avait été fondée en 1995 par Éléonore Chevalier, la défunte mère d'Étienne. Éléonore avait été l'opposé de son mari, Guillaume. Là où il était froid, pragmatique et obsédé par le commerce, elle avait été une mécène passionnée et intensément privée des arts. Elle avait utilisé une partie de son héritage personnel pour créer la Fondation, finançant secrètement des dizaines d'artistes, d'écrivains et de musiciens en difficulté dont elle admirait le travail. Elle était décédée quand Étienne était à l'université, et bien qu'Étienne soit techniquement au conseil d'administration de la Fondation, il y avait prêté peu d'attention, laissant sa gestion aux vieils conseillers financiers de sa mère. Il avait presque oublié son existence. C'était la connexion. C'était le contexte qu'Étienne avait demandé. Un fil invisible s'étendant sur 15 ans, de la mère d'Étienne au père de Chloé. Un acte de mécénat silencieux d'un monde qui en avait brièvement touché un autre. Un acte de gentillesse dont ni Chloé ni Étienne ne savaient même qu'il avait relié leur famille bien avant qu'ils ne se rencontrent. Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier des Lambert dans le 16e arrondissement, un autre type d'enquête était en cours. Victoire et sa mère, la redoutable Anastasia Lambert, étaient dans un état de panique contrôlée. Étienne était devenu distant, évasif. Il avait reporté une réunion avec les organisateurs de mariage et avait été vu quittant son bureau tôt 2 jours de suite. « Il prend peur », dit Anastasia, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. C'était une femme qui voyait la vie comme une série de campagnes stratégiques, et le mariage de sa fille était son débarquement de Normandie. C'est inacceptable. Nous avons investi trop de temps, trop de capital social pour laisser cela s'effondrer. Il divague sur le fait de vouloir quelque chose de vrai, dit Victoire avec un ricanement. Il a acheté un télescope, pour l'amour de Dieu. Il l'a mis sur sa terrasse comme un amateur de banlieue. La sentimentalité est une maladie de la classe moyenne, déclara Anastasia. Tu dois resserrer ta prise, Victoire. Rappelle-lui ses obligations. La fusion entre nos entreprises dépend de cette union. Guillaume Chevalier ne lui permettra pas de la mettre en péril. Force les choses. Accélère les plans. Un homme à l'esprit vagabond a besoin d'une laisse plus courte. Victoire hocha la tête, ses yeux saphir se durcissant. Sa mère avait raison. Ce n'était pas le moment de la séduction. C'était le moment de l'exécution. Elle ne perdrait pas. Le nom Chevalier, le pouvoir, le prestige. Tout était à sa portée. Elle ne laisserait pas une stupide crise existentielle de dernière minute ou un ridicule télescope se mettre en travers de son chemin. Elle découvrirait ce qui le distrayait et elle l'éliminerait. Tard cette nuit-là, Étienne était assis dans son pantouse silencieux, les lumières de la ville en contrebas. Son téléphone vibra. C'était un unique email crypté de Michel Perrin. Il l'ouvrit et commença à lire. Il lut l'histoire de l'appartement de Chloé à Belleville, de ses 2 emplois, de ses études d'histoire de l'art abandonné. Il lut l'histoire de son fils Léo et des factures médicales écrasantes. Un nœud de quelque chose d'inconnu, un mélange de colère face à l'injustice du monde et d'une empathie profonde et douloureuse se serra dans sa poitrine. Puis il arriva à la dernière partie du rapport. Il lut l'histoire de Robert Rousseau, le peintre en difficulté, et il lut le nom de la fondation qui lui avait accordé une subvention 15 ans plus tôt, la Fondation Éléonore. Le nom de sa mère sembla se détacher de l'écran. Un frisson lui parcourut l'échine.
Sa mère, qui était morte avant qu'il ne devienne cet homme froid et calculateur. Sa mère, qui avait cru au pouvoir de l'art et de la beauté, qui avait essayé de lui apprendre que la valeur d'une vie ne se mesurait pas sur un bilan. Cela ressemblait à un signe, un message envoyé de l'au-delà du voile du temps. La serveuse, Chloé, n'était pas juste une étrangère au hasard. Elle était la fille d'un homme en qui sa mère avait cru. Son mot n'était pas juste un coup de chance. C'était l'écho d'une gentillesse transmise des années auparavant. Une onde cosmique qui l'atteignait maintenant au moment précis où il se noyait. L'univers n'était pas seulement chaotique et aléatoire. Parfois, il chuchotait. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, Étienne Chevalier écoutait. L'information du rapport de Michel Perrin s'installa dans l'âme d'Étienne comme une charge sismique, déstabilisant toute l'assise de son existence. Il le lut 3 fois, les faits stériles peignant une image vibrante et déchirante de la vie de Chloé. Il la voyait se réveiller avant l'aube, l'héroïsme tranquille de sa routine quotidienne, l'anxiété constante et lancinante de la santé de son fils. Il contrastait cette image avec sa propre vie, avec les plaintes désinvoltes de Victoire sur le nombre de fils de leurs draps en coton égyptien, avec les millions dépensés pour un mariage qui ressemblait plus à un couronnement. La comparaison le remplit d'un profond sentiment de honte. Son monde était devenu une chambre d'écho stérile de richesse et de pouvoir. La vie de Chloé, malgré toutes ses difficultés, était enracinée dans quelque chose d'indéniable, un amour féroce et protecteur pour son enfant. C'était réel. Le mot qu'il avait jeté à Victoire lui revenait maintenant avec la force d'une révélation. Il aspirait à cette réalité, à cette substance, plus qu'il n'aspirait à sa prochaine acquisition d'1 milliard d'euros. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement lui faire un chèque. Ce serait une insulte, la tentative maladroite d'un homme riche de résoudre un problème avec de l'argent, la transformant en un projet, un cas de charité. Il voulait la rencontrer, lui parler, non pas comme un milliardaire et une serveuse, mais comme 2 personnes. Le rapport de Michel avait noté que Chloé passait ses matinées de week-end au Grain Quotidien, le café où elle travaillait pour le service du brunch. Mais lors de ses rares jours de congé en semaine, elle prenait souvent un livre et s'y asseyait pendant 1 heure après avoir déposé Léo à l'école, savourant un café qu'elle n'avait pas à servir. C'était son unique petit plaisir hebdomadaire. Le jeudi matin, Étienne enfila un simple jean et un pull en cachemire gris, des vêtements qu'il n'avait pas portés depuis des années. Il laissa son chauffeur derrière lui et prit un taxi pour Belleville. Le quartier était une tapisserie vibrante de culture et de langue, à des mondes de distance des tours monolithiques des beaux quartiers. Il se sentait comme un touriste dans sa propre ville. Il trouva le Grain Quotidien à un coin de rue animé. C'était un petit endroit confortable avec des chaises dépareillées et la riche odeur de café et de pain cuit. Et elle était là. Assise à une petite table près de la fenêtre, un livre de poche ouvert devant elle, une tasse à moitié vide à la main. Elle portait un simple pull en tricot. Ses cheveux étaient détachés, tombant doucement sur ses épaules. Elle avait l'air plus jeune, plus douce que dans son uniforme de travail sévère. Son cœur battait la chamade. C'était insensé. Que allait-il dire? Il prit une profonde inspiration et entra. Il commanda un café noir, sa voix sonnant anormalement forte à ses propres oreilles. Puis, feignant de chercher une place, il se dirigea vers sa table. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix plus calme qu'il ne le sentait. « Cette place est-elle prise ?» Chloé leva les yeux, ses prunelles s'écarquillant de reconnaissance stupéfaite. Pendant un moment, elle fut sans voix. C'était lui. L'homme de la cage dorée. L'homme qui lui avait laissé un pourboire qui avait changé sa vie. Non, parvint-elle finalement à dire, désignant la chaise vide. Elle est libre. Il s'assit, la petite table semblant incroyablement intime. Le silence était épais de questions non dites. « Vous êtes monsieur Chevalier, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Étienne, » la corrigea-t-il doucement. « S'il vous plaît. Et vous êtes Chloé. » Elle hocha la tête, sa garde se levant lentement. Que voulait-il? Était-il ici à cause du mot? Était-il en colère? Allait-il demander le remboursement de son argent? Il ne mentionna ni le mot ni le pourboire. Au lieu de cela, il désigna son livre. « Que lisez-vous » Elle baissa les yeux, soulagée par la question simple et normale. « C'est un recueil d'essais sur les maîtres hollandais, pour un ancien cours que j'ai suivi. »« Vermeer, » dit Étienne, un sourire sincère touchant ses lèvres pour la première fois. « Ma mère adorait Vermeer, la façon dont il peignait la lumière. » Et juste comme ça, la tension se relâcha. Ils commencèrent à parler, non pas d'argent ou de restaurant, mais d'art, de la beauté tranquille d'une peinture de Vermeer, de la façon dont la lumière pouvait raconter une histoire. Il parla de sa passion longtemps endormie pour les étoiles. Et elle parla de son rêve abandonné d'être conservatrice de musée. Pendant 1 heure, ils ne furent pas un milliardaire et une serveuse.
Ils étaient juste deux personnes découvrant une connexion surprenante et sans effort, un langage partagé de passions oubliées. Chloé se surprit à se détendre, intriguée par cet homme qui ne ressemblait en rien à la figure froide et imposante qu'elle avait servie. Il était réfléchi, un peu triste, et possédait une profondeur surprenante à laquelle elle ne s'était pas attendue. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils étaient observés. Victoire, alimentée par les avertissements d'Anastasia, n'était pas restée inactive. Elle avait engagé son propre enquêteur, un ancien flic véreux sans aucune de la finesse de Michel Perrin. Il avait suivi le taxi d'Étienne jusqu'à Belleville et était maintenant assis de l'autre côté de la rue, prenant des photos avec un téléobjectif. Ce soir-là, l'orage éclata. Étienne retourna aux Pentouzes pour y trouver Victoire qui l'attendait, le visage pâle de rage. Sur la table basse en verre se trouvait une série de photographies granuleuses. Étienne et Chloé se souriant au-dessus d'une tasse de café. Belleville, Étienne. La voix de Victoire était un sifflement venimeux. Tu annules notre rendez-vous avec le traiteur pour aller prendre un café en secret à Belleville avec une serveuse. Ce n'était pas un rendez-vous, Victoire. Nous ne faisions que parler. Parler ? Hurla-t-elle, son sang-froid soigneusement entretenu se brisant. Complètement. N'insulte pas mon intelligence. C'est pour elle que tu mets en péril notre avenir ? Une simple servante ? Que pourrait-elle bien t'offrir que je ne puisse pas ? Le mépris dans sa voix, le ricanement laid en prononçant le mot « servante » solidifia tout pour Étienne. Il la regarda, cette femme belle et furieuse dans sa robe de créateur, et il ne ressentit qu'un vide profond et creux. « Elle n'offre rien », dit Étienne, sa voix dangereusement calme. « Et c'est là toute la question. Il ne s'agit pas de ce qu'elle peut m'offrir. Il s'agit de qui je suis quand je ne suis pas avec toi. Quand je lui parlais, je me sentais moi-même. Une version de moi-même que je croyais morte. Toi-même. » Victoire rit, un son dur et grinçant. Tu es Étienne Chevalier, le PDG d'une société multimilliardaire. Tu es mon fiancé. C'est qui tu es. Ce saut sentimental pathétique est une aberration. Elle arpentait la pièce comme une panthère en cage, sa fureur s'intensifiant. Ce n'était pas le chagrin d'une amante éconduite. C'était la rage incandescente d'une PDG dont la fusion était en train d'échouer. Je ne serai pas humilié, cracha-t-elle, son doigt pointé en l'air. Tu appelleras cette serveuse et tu mettras fin à cette pathétique flirtation. Tu viendras au gala de charité avec moi demain soir. Tu souriras pour les caméras et nous serons mariés dans 6 jours. Ce n'est pas une négociation. Étienne se tenait très immobile, la regardant. Les derniers vestiges d'obligation, de devoir envers son père, de jouer le jeu, s'évanouirent finalement. Il vit avec une clarté parfaite et douloureuse que toute sa vie avait été une négociation et qu'il avait toujours été du côté des perdants. Non, dit-il, le seul mot tranchant à travers sa tirade. Elle s'arrêta, stupéfaite. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit non, répéta-t-il, sa voix gagnant en force. Il n'y aura pas de gala demain soir. Il n'y aura pas de mariage. C'est fini, Victoire. Pendant un instant, elle le fixa, son esprit refusant d'assimiler les mots. Puis son visage se tordit en un masque de pure fureur. Fini ? Tu crois que tu peux simplement tout annuler ? Juste comme ça, après tout ce que nous avons planifié, ma famille, ton père, ils te détruiront. Je te détruirai. Je dirai à tous les journalistes de cette ville que tu m'as quitté pour une serveuse sans le sou. Tu seras la risée de tous, un cliché pathétique. Les actions de ta société chuteront. Je traînerai ton nom et l'héritage chevalier dans la boue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ces menaces, qui une semaine auparavant l'auraient terrifiée, semblaient maintenant creuses et désespérées. Elle ne se battait pas pour lui. Elle se battait pour l'empire qui lui avait été promis. Il la regarda, l'étrangère qu'elle était devenue, ou peut-être l'étrangère qu'elle avait toujours été, et il ressentit une étrange pitié libératrice. « Fais ce que tu as à faire », dit-il calmement. Il se tourna et se dirigea vers son bureau, le son de ses cris portant son nom résonnant derrière lui. Il ferma la porte, coupant le bruit, et pour la première fois en une décennie, il ressentit la sensation profonde, terrifiante et exaltante d'être libre. La décision fut un tremblement de terre. Les répliques commencèrent immédiatement. Moins d'1 heure après qu'Étienne eut fermé la porte de son bureau sur une Victoire toujours enragée, son téléphone se mit à vibrer avec une fureur apocalyptique. Le premier appel venait de son directeur des relations publiques, un homme perpétuellement stressé nommé Gérard, qui semblait être en train de faire une crise cardiaque. « Étienne, que diable se passe-t-il ? Anastasia Lambert vient d'appeler personnellement le chef de la rubrique mondaine du Figaro. Le bruit court. Est-ce vrai ? As-tu annulé le mariage ? C'est vrai, Gérard, dit Étienne,
sa voix calme au milieu de la tempête qui se levait. Rédige un communiqué. Fait simple. Pas de blâme, pas d'accusation. En raison de différents personnels irréconciliables, le mariage d'Étienne Chevalier et de Victoire Lambert n'aura pas lieu. Nous demandons le respect de notre vie privée en ce moment. C'est tout. Rien de plus. Mais Étienne, ils ne vont pas jouer selon ces règles. Les Lambert vont te faire passer pour le méchant. Ils vont divulguer l'histoire de la serveuse. Nous devons anticiper. Non, dit Étienne fermement. Nous n'entrerons pas dans ce jeu. Nous garderons la tête haute, même si nous sommes les seuls à le faire. Publie le communiqué. Il raccrocha avant que Gérard ne puisse protester davantage. L'appel suivant, celui qu'il redoutait, provenait d'un numéro qui n'avait pas besoin d'identification de l'appelant. Guillaume Chevalier. Que as-tu fait? La voix de son père tonna à travers le téléphone, un son qui avait été capable de faire reculer Étienne depuis son enfance. Il n'y eut pas de salutation, pas de préambule, juste une rage pure et non diluée. J'ai annulé le mariage, père, dit Étienne, se redressant, forçant sa propre voix à rester stable. Tu as quoi? Es-tu fou? Ce n'est pas une romance d'étudiant. C'est une alliance stratégique. La fusion Lambert est l'aboutissement de 5 ans de travail. Tu viens de faire exploser un accord de 100 milliards d'euros parce que tu as eu un moment de... Quoi? D'indigestion. C'était une erreur. Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Une erreur? Rugit Guillaume. L'erreur, c'est de penser que tu as le droit d'avoir une opinion sur la question. Ton travail était d'épouser cette fille et d'assurer l'avenir de cette entreprise. L'entreprise que ton grand-père a bâtie et que je t'ai confiée. La conversation dégénéra à partir de là, une agression verbale brutale qui mit à nu la pourriture au cœur de leur relation. Pour Guillaume, Étienne n'était pas un fils. C'était un actif, son plus précieux, et il venait de mal fonctionner de façon spectaculaire. À la fin de l'appel, les derniers fils effilochés de leur lien avaient été coupés. « Tu n'es plus mon fils », dit Guillaume, sa voix soudainement froide et mortelle. « Tu es un passif. Répare ça ou tu te retrouveras sans rien. » Il raccrocha. Étienne se tenait dans le silence de son bureau, les menaces résonnant dans la vaste pièce vide. Il aurait dû être terrifié. Il aurait dû être dévasté. Au lieu de cela, une paix étrange et profonde s'installa en lui. Il avait fait face aux 2 choses qu'il craignait le plus, l'humiliation publique et la colère de son père, et il avait survécu. La cage dorée avait été ouverte en grand, et même si le monde extérieur était plein de décombres, il était aussi plein d'air qu'il pouvait enfin respirer. Il avait incendié son ancienne vie. Maintenant, il devait s'assurer que les flammes ne brûlent pas la femme innocente qu'il avait entraînée dans cet enfer. Il pensa à Chloé. Les médias, alimentés par les fuites des Lambert, la trouveraient. Ils s'abattraient sur sa vie comme des vautours, disséquant ses finances, son passé, sa maternité célibataire. Il la peindrait comme une croqueuse de diamants, une briseuse de ménage. Il devait la protéger, mais il ne pouvait pas le faire en se présentant simplement à sa porte. Cela ne ferait que confirmer le récit. Il devait utiliser son pouvoir d'une manière qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Silencieusement et sans en tirer le crédit. Il passa un autre appel, celui-ci au conseiller financier âgé et discret qui gérait encore l'ancienne œuvre de charité de sa mère, la Fondation Éléonore. « Monsieur Albright, dit Étienne, j'ai besoin de votre aide pour une affaire confidentielle. C'est au sujet d'une subvention anonyme. » Il expliqua la situation, non pas les détails personnels, mais les détails pratiques. Il chargea M. Albright de contacter le service de facturation de l'hôpital Necker via la fondation. Il devait créer une dotation, un fonds suffisamment important pour couvrir toutes les dépenses médicales passées, présentes et futures de Léo Rousseau liées à sa maladie. Le don devait être simplement répertorié comme provenant d'un « ami », avec tous les documents juridiques garantissant que l'identité du bienfaiteur resterait scellée en permanence. 2 jours plus tard, la tempête médiatique était à son apogée. Les tabloïds hurlaient des titres comme « Un milliardaire rompt ses fiançailles pour une serveuse ». Des photographes campaient devant l'immeuble d'Étienne et, comme il l'avait craint, devant le petit appartement de Chloé à Belleville. Chloé était prisonnière dans sa propre maison. Elle avait été obligée de se déclarer malade à ses 2 emplois. Sa directrice à la cage dorée l'avait renvoyée par téléphone avec un venin non dissimulé. Sa photo était partout. Les journalistes lui criaient des questions à travers sa porte fermée. Elle était terrifiée, confuse et complètement dépassée. Elle n'avait ni vu ni parlé à Étienne depuis leur café. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, seulement que sa note stupide et impulsive avait d'une manière ou d'une autre conduit à ce cauchemar. Puis elle reçut un appel. C'était du bureau de liaison avec les patients de l'hôpital Necker. « Mademoiselle Rousseau,
dit une voix aimable, nous vous appelons avec une nouvelle plutôt inhabituelle mais merveilleuse concernant le compte de votre fils, Léo. Le cœur de Chloé se serra. Elle supposa qu'ils appelaient pour exiger le paiement de ses factures en retard. Je suis désolé. Je peux payer un peu la semaine prochaine. Non, mademoiselle Rousseau, vous ne comprenez pas, l'interrompit doucement la femme. Le solde de votre compte a été réglé. Il est à 0. De plus, un bienfaiteur qui souhaite rester entièrement anonyme a créé un fonds fiduciaire par l'intermédiaire de l'hôpital. Il couvrira absolument tous les besoins médicaux de Léo, des médicaments aux visites chez les spécialistes en passant par toutes les procédures futures, jusqu'à ses 21 ans. Tout est pris en charge. Chloé s'effondra sur son petit canapé, le téléphone glissant de sa main. Elle ne pouvait pas traiter les mots. C'était impossible. Un miracle. Des larmes coulèrent sur son visage. Des larmes de choc, d'incrédulité, puis de soulagement immense, qui secouait l'âme. La montagne de dettes, le poids constant et écrasant de la peur qui avait été son compagnon pendant des années, avait disparu. Elle n'avait aucune idée de qui était derrière tout ça. Sa première pensée fut pour Étienne, mais cela semblait trop fantastique. Pourquoi ferait-il ça? Au milieu du chaos de sa propre vie qui implosait, pourquoi penserait-il à elle et à son fils? Elle resta assise là pendant un long moment, les cris des journalistes à l'extérieur s'estompant en un bruit lointain et insignifiant. Quelqu'un, un parfait inconnu, lui avait donné, ainsi qu'à son fils, le cadeau d'un avenir. La tempête faisait toujours rage devant sa fenêtre. Mais pour la première fois depuis très longtemps, dans le cœur de Chloé, il y avait la paix. Des semaines plus tard, la tempête médiatique était passée. Étienne, ayant démissionné de son poste de PDG du groupe Chevalier, trouva un but tranquille en revitalisant la fondation de sa défunte mère et en redécouvrant sa passion pour l'astronomie. Le chaos qu'il avait déclenché s'était apaisé, et il avait enfin trouvé la paix. Chloé, elle aussi, avait trouvé un nouveau départ. Libérée du poids écrasant de la dette médicale grâce aux dons anonymes, elle s'était réinscrite à la Sorbonne pour terminer ses études. Son fils Léo, s'épanouissant à ses côtés. Étienne la retrouva finalement dans un petit parc à Belleville. Alors qu'il regardait Léo jouer, la question de Chloé fut douce mais directe. « C'était vous, n'est-ce pas? L'hôpital. » Il hocha la tête. « Oui. » Mais il expliqua que ce n'était pas juste un caprice. Il lui parla de la connexion qu'il avait découverte. Comment la fondation de sa mère avait accordé une petite subvention qui avait changé la vie de son père artiste 15 ans plus tôt. Leur vie ne s'était pas simplement croisée au hasard. Elles étaient les échos d'une histoire cachée et partagée. La révélation transforma la dynamique de la charité en celle du destin. Comprenant qu'elle avait besoin d'un partenaire, pas d'un sauveur, Étienne n'offrit pas de richesse. Il offrit une expérience partagée. « J'ai ce télescope, dit-il doucement. Je pensais à une visite à l'Observatoire de Paris. J'aimerais montrer à Léo les anneaux de Saturne. » Chloé regarda son fils heureux et en bonne santé, puis revint à l'homme qui avait tout changé. Elle lui offrit un sourire sincère et éclatant. « Je pense que Léo aimerait beaucoup ça. » Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais un début réel et plein d'espoir. La formation d'une nouvelle constellation. Cette unique note manuscrite n'avait pas seulement arrêté un mariage. Elle avait réécrit 2 destins. Elle prouvait que la voie la plus silencieuse peut créer l'explosion la plus forte et que la vraie richesse ne se mesure pas à votre compte en banque, mais au courage de se demander si la vie que vous menez est vraiment la vôtre. L'histoire d'Étienne et Chloé nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour lever les yeux vers les étoiles et choisir un chemin différent, pour trouver une connexion authentique dans les endroits les plus inattendus.